Bonjour les amis, cette vidéo c'est la suite de la précédente vidéo que nous avons faite sur les déterminants sociaux de la mésinformation. Je pense que vous avez vu la précédente vidéo qui a été publiée vendredi si je ne me trompe pas et qui parlait donc des déterminants sociaux de la mésinformation. Vous savez les amis, la mésinformation c'est un sujet qui concerne tout le monde, quel que soit le domaine que vous faites, ok, vous êtes impacté par les fausses informations ou alors les patients dont vous avez à la charge sont impactés par les fausses informations. Donc, c'est un sujet qui doit susciter beaucoup d'attention. Donc, la précédente vidéo, on a évoqué donc, les déterminants sociaux de la mésinformation. On a parlé par exemple de la littératie en santé, du lieu de résidence, même de la religion, de l'idéologie politique. Ok. Mais aujourd'hui, on a une nouvelle étude dans laquelle il y a une équipe de chercheurs qui a passé en revue 35 articles qui étaient publiés depuis 2020 ok, sur les interventions contre la mésinformation liée au coronavirus. Donc, ils ont fait plusieurs types d'interventions. Ils parlent de 8 types d'interventions qui ont été testés. Alors, qu'est-ce qui fonctionne véritablement parmi les 8 types d'interventions qui ont été testés et qu'est-ce qui marche? Donc, on va parler de ça. On va également parler voilà, du rôle de la politique dans la promulgation de la mésinformation. Et on va voir quelle est la démarche que ces chercheurs ont utilisée et quels sont les résultats qu'ils ont obtenus. Donc, comme je vous le disais, ils ont essayé plusieurs types d'interventions, parmi lesquels les jeux éducatifs, dont les quiz, okay, les simulations ou alors les mini-jeux. Et ils ont découvert qu'ils sont très promoteurs parce que ils aident à faire ce qu'on appelle aider les gens à reconnaître les tactiques de mésinformation. Je vous parlais la dernière fois, dans la dernière vidéo, voilà, du pre-bunking qui consistait à voilà, inoculer un peu de fausses informations, un peu comme un vaccin pour aider les gens à être capables voilà, de reconnaître les fausses informations lorsqu'elles seront partagées. Donc, c'est un peu comme un vaccin cognitif. Donc, et ils ont vu que ça, c'est une méthode qui est très intéressante. Et il y a d'autres méthodes, par exemple, comme le fact-checking. Okay, le fact-checking qui est dans la vérification des faits, c'est une méthode qui est beaucoup plus limitée, okay, parce que c'est difficile à déployer à grande échelle. Okay, et c'est également, leur impact est souvent temporaire. Donc, il y a un point important, c'est qu'il y a des interventions qui peuvent produire l'effet boomerang, c'est-à-dire au lieu de faire ce pourquoi elle a été conçue, va plutôt faire l'effet inverse, c'est-à-dire euh, va plutôt exposer les gens davantage à la mésinformation. Donc, euh, plus on insiste, plus la personne va croire au mensonge initial. Et il y a également l'efficacité qui va varier en fonction de certains groupes, en fonction de la littératie en santé, comme j'évoquais aussi dans la dernière vidéo. Plus les personnes ont une littératie faible en santé, ok, moins elles seront capables de se prémunir contre les fausses informations. Donc, on se rend compte qu'il n'y a pas de solution magique, ok, il n'y a que des pactes d'intervention qui peuvent être mis en place. Et ça, c'est l'un des éléments qui ressort également de cette étude-ci. Aucune intervention ne suffit à elle seule. Il ne faut pas mettre une seule intervention et penser qu'elle va marcher. Il faut créer un paquet d'interventions qui va être adapté selon le contexte, okay, selon le contexte culturel, selon le contexte éducationnel, okay, et selon les expériences sociales que les gens vivent, okay, que la population vit. Donc, il ne faut pas simplement faire une vidéo YouTube et penser qu'avec cette vidéo YouTube-là, ça va marcher, on va lutter contre la mésinformation. Mais il faut la combiner avec d'autres éléments comme les ateliers, le contenu interactif, ok, les messages transmis par des figures de confiance, les personnes qui sont dont la confiance ne souffre d'aucun doute dans la population. Donc, comme je vous le disais, l'un des éléments que je voulais évoquer avec vous, c'est par rapport au fait que pourquoi est-ce que la politique rend les fake news ok, beaucoup plus dangereuses. Ok. Et je pense que la dernière fois, on avait également évoqué ce sujet-là. Parce que les chercheurs ont souligné un angle qui est souvent oublié, c'est la polarisation politique. Ok. Ce qu'on peut voir dans cet article-là qui est publié également, c'est que la désinformation prospère là où il y a conflit idéologique. Ok, et ça, c'est un des déterminants sociaux qu'on avait également évoqué. Lorsqu'on a un conflit idéologique, c'est un terrain propice à la mésinformation. Donc, et aujourd'hui, la santé publique n'est plus neutre. Ok, on sait tous qu'elle est instrumentalisée par des débats politiques. Ok, on va faire en sorte que un fait scientifique peut être rejeté, non pas parce il est faux, mais parce que simplement il est associé à un autre camp politique. Donc, et c'est la raison pour laquelle c'est absolument important de prendre cela en considération. Il faut lutter contre la mésinformation. C'est pas juste une question de pédagogie, mais c'est
une question de cohésion sociale, une question de confiance, une question de trust, une question de démocratie. Donc, ça, c'est un élément important également qu'on retrouve dans cet article-là. Ok, le rôle de la politique dans la mésinformation. Donc, il faudrait que dans les stratégies de lutte contre la mésinformation, on puisse prendre tout cela en compte. Et dans cette vidéo, pour continuer, on va également s'arrêter sur un point pour voir comment est-ce que les scientifiques ont essayé d'étudier les interventions, qu'est-ce qu'ils ont fait. Comme je vous le disais, ils ont évalué 35 publications, 35 articles qui ont été publiés entre 2020 et 2024, ok, sur des interventions qui portaient donc sur la mésinformation contre le coronavirus. Et ils ont tout passé au crible, c'est-à-dire le type d'intervention qui a été faite, ok, le contenu, qu'est-ce qui a fait en sorte que ça marche, la méthode de diffusion, le pays d'origine, le nombre de participants et surtout, est-ce que ça a marché ou pas. Et ils ont utilisé un logiciel d'analyse qualitative NVivo, okay, pour coder les résultats, regrouper les interventions et par catégorie afin d'identifier les modèles qui reviennent. Donc, que dit les résultats? C'est qu'il y a déjà eu 636 études initiales qui ont été prises au début, mais il n'y a que 35 qui ont été jugées assez solides pour être incluses dans l'étude. Donc, sur 636, vous avez 35 seulement qui ont été prises. Et les participants venaient de partout dans le monde. Ok, les États-Unis, l'Allemagne, la Chine, l'Inde, le Brésil. Et il y a eu donc 8 grands types d'interventions testées qui sont par exemple le nudge exactitude, c'est-à-dire des rappels cognitifs pour être beaucoup plus critiques. L'éducation aux médias, c'est-à-dire via des cours, des vidéos, des lectures guidées. Il y a également le pre-bunking où on expose les gens aux stratégies de manipulation avant qu'ils soient confrontés. Il y a aussi les jeux éducatifs, il y a le message framing, il y a l'engagement communautaire, il y a le debunking qui consiste à corriger les fausses informations après qu'elles aient été publiées. Et il y a donc d'autres divers autres formats mixtes qui sont utilisés. Alors, chaque intervention a été évaluée selon 2 critères, c'est-à-dire l'impact par personne. Est-ce que ça change vraiment les comportements? Est-ce que il y a une scalabilité, c'est-à-dire est-ce que ça peut être reproduit facilement à grande échelle avec peu de moyens? Donc, voilà les grands types d'interventions qui ont été donc testés. Et on se rend compte qu'il y a un contexte qui change tout. C'est que il y a une même intervention peut donner des résultats différents, okay? C'est-à-dire on peut utiliser une intervention pour lutter contre la désinformation, mais selon le contexte, selon le milieu dans lequel on va mettre en place cette intervention-là, les résultats peuvent être complètement différents. Donc les chercheurs ont essayé d'analyser les circonstances d'application, c'est-à-dire de voir quel est le contexte du pays, le contexte économique, quel est le niveau d'éducation, quel est le degré de polarisation politique, quelles sont les ressources de l'équipe, quelle équipe met en jeu pour voilà, quelles sont les ressources que l'équipe possède, celle qui met en place cette intervention. Donc, et donc, le résultat, c'est qu'une méthode peut être géniale dans un pays, mais ne pas être appliquée ou alors être même inutile ou même dangereuse dans un autre pays. Donc, d'où l'importance de ne pas chercher une solution unique, mais plutôt des approches sur mesure en fonction du contexte du pays. Donc, ça, c'est un élément très important, les amis. Je pense que si vous qui m'écoutez, vous êtes spécialiste en santé publique ou alors si vous intervenez dans la communication de crise, communication de risque, vous allez comprendre que pour lutter contre ces fausses, cette mésinformation, cette désinformation, vous devez appliquer cette stratégie qui ressort là. Donc, on voit donc que les interventions les plus efficaces, c'est l'impact par personne, ok, c'est-à-dire est-ce que ça change vraiment ce que les gens croient ou non, et donc la scalabilité, est-ce qu'on peut appliquer cela à grande échelle. Donc, ça, c'est des éléments, je pense, qui sont importants à prendre en compte lorsqu'on veut lutter contre la mésinformation, les amis. Je vous mettrai le lien de cette étude-là voilà, en description. Vous pouvez voir l'étude défiler là. Et donc, vous pourrez consulter cela. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous, les amis. Donc, ça, c'est la suite donc, de la précédente vidéo que nous avons faite. Je vous invite à aller regarder la précédente vidéo que nous avons faite la semaine passée. Elle a été publiée vendredi où on parlait des déterminants sociaux de la mésinformation. Et donc, dans cette vidéo, on parlait donc d'une revue systématique de 35 articles qui ont été faits par des chercheurs pour essayer de déterminer quels sont les types d'interventions qui marchent pour lutter
efficacement contre la mésinformation. C'est ce que je voulais partager avec vous, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que ça peut être utile pour vous dans votre domaine? Est-ce que vous êtes confronté à la mésinformation, à la désinformation, à la malinformation? Dites-moi si vous, dans votre quotidien, dans vos travaux au quotidien, vous êtes confronté à cela et quelles sont les stratégies que vous utilisez. N'hésitez pas à laisser un commentaire, laisser un pouce bleu, ok, et à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes. On se retrouve pour une prochaine vidéo, les amis. N'oubliez pas, sentez-vous bien.